Monsieur Genard, bonjour et merci mille fois de nous recevoir ce matin pour cette interview sur effectivement un fait nouveau. Un grand philosophe allemand a écrit un texte et appelle à ce que les citoyens puissent reprendre la parole via un référendum. Alors voilà, j'aurais voulu savoir si vous étiez vous aussi d'accord sur le fait que les citoyens européens, belges ou autres, puissent, je dirais, donner leur avis par rapport au traité et à l'austérité qui nous tombe dessus. Tout à fait. En fait, moi, ma réflexion, c'est que l'Europe se construit depuis maintenant 1957 en dehors des peuples, sans jamais leur demander quoi que ce soit. On a eu en France un référendum en 1992 sur Maastricht, on en a eu un en 2005 sur le traité constitutionnel européen, mais en dehors de ça, il y a un immense travail juridique et législatif qui se fait sans que jamais les peuples soient consultés. Je crois que beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'à côté de l'ordre juridique belge en Belgique, français en France, etc., il y a un ordre juridique européen dont la Cour de justice de l'Union européenne est la gardienne et la productrice, qui s'impose non seulement aux États, mais au peuple. Donc on a construit en plus de 50 ans un ordre juridique contraignant, et qui contient des choix de société énormes, alors que jamais les citoyens n'ont été amenés à se prononcer, à marquer leur accord ou leur désaccord avec ces choix de société fondamentaux. Donc, moi j'ai presque envie de dire, c'est bien le moins pour le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'union monétaire, d'avoir un référendum ou une consultation populaire. C'est bien le moins, et je considère ça comme simplement un palliatif par rapport à ce qui me semble par-dessus tout nécessaire, c'est une refondation démocratique de l'Union européenne. Merci. Et donc, on en arrive, je dirais, au plat principal. Donc, M. Habermas a écrit « Plus que jamais l'Europe », et vous lui répondez d'une manière qui est tout à fait sympathique, je dirais, « Plus que jamais la démocratie ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, parce que je pense que le problème, contrairement à ce que M. Habermas écrit avec ses collègues dans cet article, ce n'est pas l'impuissance, comme il dit, des gouvernements à transférer plus de pouvoir aux institutions européennes. Le problème, ce sont les institutions européennes. C'est l'idéologie qui les inspire et c'est l'oligarchie qui les fait fonctionner. Nous n'avons pas une Europe qui réponde aux attentes des peuples. J'ai même envie de dire, aujourd'hui, on a une Union européenne contre les peuples. Quand on observe, par exemple, dans le pacte budgétaire, le traité, le TSCG, des dispositions toutes nouvelles, qui n'ont d'ailleurs d'équivalent dans le monde que dans un seul traité, celui qui crée l'Organisation mondiale du commerce. Et ces dispositions visent à permettre la rivalité entre les États de l'Union européenne. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Au prétexte de faire l'union des peuples d'Europe, on organise la rivalité entre les États. On en est là, et moi je pense que la réponse à la crise, parce que en fait on a deux crises. On a une crise économique et financière qui est considérable, qui est mondiale, mais aussi on a une crise du processus d'intégration européen, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, se fait en dehors des peuples, et donc suscite, et c'est ça ma grande crainte, c'est que il est de plus en plus manifeste que cette Europe est animée par une idéologie qui n'est pas le bien-être et l'intérêt général pour tous les peuples d'Europe. C'est une Europe pour les marchés et pour les marchands. Il est de plus en plus manifeste que c'est une Europe qui se fait sans que les peuples aient leur mot à dire. Et ce à quoi on assiste, et c'est ça le plus dramatique, c'est un rejet d'Europe. J'avais déjà écrit en 2005 que l'Union européenne était contre l'Europe. Moi j'adhère totalement au projet d'union des peuples d'Europe, mais force est de constater que du traité de Rome au nouveau traité pacte budgétaire, en passant par l'acte unique européen qui a mis fin à l'harmonisation, en passant par Maastricht qui a créé l'euro dans les conditions qu'on sait. Je ne suis pas contre l'euro, mais
dans les conditions où on le fait fonctionner, en passant par le traité de Lisbonne, qui est quand même un copier-coller du traité constitutionnel européen rejeté par référendum par deux peuples, on en est arrivé à ce que moi j'appelle l'acte 5 du démantèlement démocratique, à telle enseigne que nous vivons en France, où l'on vient de changer de président de la République, où l'on vient de changer de majorité parlementaire, à la poursuite exactement de la même politique. Et ça, c'est très grave, parce que si le suffrage universel ne signifie plus rien, si voter ne sert plus à rien, je ne suis pas de ceux qui pensent que les élections suffisent pour créer la démocratie, mais néanmoins, si voter ne sert plus à rien, alors là, on fait le lit de l'extrême droite. Et c'est une carte que je voudrais qu'on diffuse plus souvent, c'est celle de la présence de parlementaires d'extrême droite dans les parlements nationaux, dans les 27 pays de l'Union européenne. Là est le danger. Et les gouvernements d'aujourd'hui, comme ceux d'hier, font le lit de l'extrême droite, font le lit du rejet d'Europe, parce que l'Europe qu'ils construisent, ils ne la construisent pas pour l'intérêt général et le bien-être des peuples, ils la construisent pour obéir au marché. Donc, moi j'estime que la demande de référendum d'Habermas est intéressante, mais elle repose sur une analyse qui est trop partielle. On ne peut pas laisser entendre que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui soit le résultat du hasard, soit le résultat de circonstances qui finalement relèveraient de la fatalité. C'est le résultat de choix politiques. La crise financière que nous connaissons, c'est le résultat de 30 ans de dérégulation au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial. Donc de choix qui ont été voulus par les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, en tout cas ceux qui se prétendent de gauche, c'est le résultat de choix qui ont été opérés. Et si on ne revient pas sur ces choix, on peut toujours invoquer n'importe quoi, on ne changera pas la situation. Moi je constate avec effroi qu'on n'est même pas capable aujourd'hui de prendre les mesures d'encadrement du système financier qu'on a prise après la grande crise des années 30 au siècle passé. On n'est même plus capable d'aller jusque-là. Ce qui veut dire que les banques ont pris sur les politiques une telle emprise que les politiques sont à leur service. Il suffit de voir d'ailleurs la toute-puissance de Goldman Sachs et des personnes qui sont passées par Goldman Sachs et où on les retrouve aujourd'hui, avec l'exemple dans les gouvernements, à la tête des gouvernements et à la tête de la Banque Centrale Européenne. Nous sommes dans une situation où, pour moi en tout cas, un surgissement citoyen, un surgissement populaire me semble indispensable. Nous exprimons le 29 septembre, le 30, demain, à Paris, il y aura une très très grande manifestation de tous ceux qui sont opposés à ce traité, à ce TSCG, ce pacte budgétaire, avec une demande de référendum. Il serait souhaitable que dans toutes les capitales de l'Union européenne, il y ait semblable manifestation. Et je dirais même plus, ce qu'il faudrait, c'est qu'enfin, un jour, le même jour, tous les Européens puissent s'exprimer sur cette Europe-là qui n'est pas celle ni qu'on nous a promise, ni qui se fait et que nous souhaitons. Mais il semble qu'il y a encore un grand travail d'éducation populaire, de prise de conscience avant qu'on puisse en arriver à cette nécessaire solidarité entre les peuples pour résister à une Europe qui est celle des patrons, parce que les patrons, eux, ils sont solidaires. Il suffit de voir combien le patronat est bien organisé au niveau européen, alors que les citoyens ne le sont pas ou le sont très peu. Et en ce qui concerne les organisations syndicales, on ne peut pas dire que la Confédération européenne des syndicats pratique un syndicalisme de combat et un syndicalisme de protection des intérêts de ceux qu'elle est chargée de protéger. On parlait d'information par rapport au peuple, je dirais. Comment est-ce que vous voyez le rôle des médias dans ce manque d'information? C'est une catastrophe. Voilà. C'est une catastrophe. Les médias reproduisent le discours convenu
d'abord toujours euphorique, toujours béatement content de soi de la Commission européenne, du Conseil des ministres, bref, des institutions européennes. Il n'y a jamais d'autocritique qui vient des institutions européennes. Elles ont toujours raison, elles font toujours tout bien. Et elles abreuvent les médias qui reproduisent. En plus, les médias aujourd'hui, on a vraiment une crise de la fonction presse, j'ai envie de dire, dans la mesure où la démocratie, c'est aussi une presse indépendante, mais indépendante pas seulement des partis politiques, indépendante des groupes économiques et financiers. Et là, on a vraiment un grand problème. En France, une grande partie des médias est la propriété de marchands de béton ou de marchands de canons. Heureusement, on a des initiatives intéressantes dans l'ordre électronique comme Mediapart ou Le Monde diplomatique ou Politis, mais on a vraiment un gros problème. On l'avait déjà vu en 2005, où toute la presse, tous les médias, avec les exceptions que je viens de citer, mais Mediapart n'existait pas encore à l'époque, étaient en faveur du traité constitutionnel européen, c'est-à-dire qu'on avait l'écrasante majorité des médias qui étaient en porte-à-faux par rapport au peuple. Et ça se reproduit encore maintenant. Et ça se reproduit encore maintenant. En plus, on nous intoxique avec matin, midi et soir avec des avis d'experts que l'on présente toujours comme professeurs à telle université, etc., sans jamais nous dire qu'ils sont en même temps dans des conseils d'administration de firmes dont ils servent les intérêts. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui du débat politique et du débat démocratique, c'est qu'il est biaisé par la disparition du quatrième pouvoir. Moi, je me souviens que dans les débats qui ont présidé à l'adoption de la Constitution de 1793, c'est-à-dire la première Constitution de la République française, il y avait eu de longues discussions sur la question de savoir démocratie directe ou démocratie représentative. Et une des conditions qu'ils ont mises pour passer à la démocratie représentative, avec d'autres conditions, c'était notamment d'avoir une presse totalement indépendante. On ne l'a plus, et donc ça fausse tout le système démocratique. Merci beaucoup. J'ai encore une question à vous poser, mais là, je cherche mon petit papier. Attends 2 minutes, si tu veux bien.